Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du samedi 20 décembre. Je vous invite à la suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, la finale de la compétition Madame Tetris Battle s'est tenue aujourd'hui à l'Arena Ivanch. Les participants se disent satisfaits. Le gagnant est reparti avec un prix d'1 million d'ariars. La deuxième et troisième place n'ont toutefois pas été oubliées. Vous pouvez suivre chaque soir dans le quotidien le déroulement de cette finale ainsi que le nom des vainqueurs. Les images de Viva Prod. La vitesse a été portée à 6 lors des huitièmes et des quarts de finale, puis à 7 lors des demi-finales et de la finale du jeu Madame Tetris Battle, organisé aujourd'hui à l'Arena Ivanch. Ils étaient 16 participants au départ. 8 se sont qualifiés pour les quarts de finale, 4 pour les demi-finales et 2 se sont affrontés en finale. Les concurrents se disent satisfaits du déroulement des matchs. Madame Tetris Battle a été un franc succès. Il s'agit également de l'un des premiers jeux à avoir attiré du monde et Viva est la première chaîne de télévision à l'avoir transformé en une compétition télévisée. Le vainqueur a remporté un prix de 1 million d'ariars et les deuxième et troisième places ne sont pas repartis bredouilles, ayant reçu des lots de la part des sponsors, notamment Infinistore, Extra Pizza, Lovely Box, Manda Seafood et Tafbouzak. Vous pouvez suivre dans le quotidien, après le journal en version malagasy, les détails de cette compétition. Et dans les actualités sociales, en cette période de fête, de nombreuses personnes se rendent dans les marchés. Une situation dont profitent les pickpockets et les voleurs à l'arraché. Analakeli, Beorirka, Anous, Anjavouank ainsi que le marché de Mamas figurent parmi les zones les plus à craindre. Reportage. À 5 jours de Noël, de nombreuses familles sillonnent à Tananarive pour faire leurs achats. Mais en même temps, les pickpockets et voleurs sont particulièrement actifs. De nombreux messages d'alerte et de plainte circulent sur les réseaux sociaux. Leur mode opératoire reste le même. Ils se faufilent au milieu des clients, déchirent leurs sacs et prennent ce qui est accessible sans que leurs victimes ne s'en rendent compte. Des forces de l'ordre sont bien présentes dans ces zones très fréquentées, mais elles sont souvent absentes au moment où les vols se produisent. La vigilance est donc de mise lors des sorties pour faire les courses. Quelques conseils sont à suivre. Éviter de transporter de grosses sommes d'argent, ne pas utiliser des sacs faciles à déchirer, ne pas mettre l'argent et le téléphone au même endroit, et si possible, éviter d'emmener des enfants dans des lieux très fréquentés. Les citoyens appellent également les forces de l'ordre à renforcer la sécurité afin que la population puisse vivre les fêtes dans la sérénité. Et l'indice de développement humain de la région d'Analamang a atteint 0,589 en 2023, selon le rapport publié par le PNUD en début de semaine. La région d'Anjouy affiche quant à elle le niveau de développement humain le plus bas, avec un IDH de 0,338 d'après ce même rapport. Reportage. L'indice de développement humain, IDH, est un indicateur élaboré par le Programme des Nations Unies pour le développement afin de mesurer le niveau de développement d'un pays. Il repose sur 3 critères, l'éducation, l'espérance de vie et le revenu par habitant. Selon le rapport publié par le PNUD en début de semaine, la région Analamang détient l'IDH le plus élevé parmi les 23 régions de Madagascar pour l'année 2023, avec un score de 0,589. La région Diana occupe la deuxième place avec un IDH de 0,517, suivi de la région Sava à la troisième place avec 0,503. La région Anjouy demeure celle présentant le niveau de développement humain le plus faible avec un IDH de 0,338. D'une manière générale, le développement humain à Madagascar dépend de plusieurs facteurs. Le rapport souligne notamment l'augmentation du taux de scolarisation des enfants, en grande partie grâce à la construction de nouvelles écoles et à la réhabilitation des infrastructures éducatives en 2023. L'espérance de vie à la naissance était de 67 ans en 2018, 69 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes.
Ces chiffres sont restés inchangés en 2023. Concernant le revenu par habitant, celui-ci n'a que peu évolué depuis 1990, se situant autour de 530 $. Ces constats mettent en évidence la nécessité de renforcer les politiques publiques en faveur de l'équité, souligne également le rapport. En économie, la MECC, ou Mission économique et commerciale au Canada, a généré des résultats économiques concrets pour les entreprises malagasy sur le marché canadien. Les secteurs de l'agribusiness, de l'artisanat et du tourisme figurent parmi ceux qui se sont le plus illustrés. La MECC 2025 a permis de créer 315 contacts d'affaires. On recense également 84 intentions d'achat, démontrant la volonté des entreprises canadiennes d'acheter des produits ou services malagasy. La valeur estimée de ces intentions dépasse 7,49 millions de $ canadiens. À ce jour, 33 commandes sont déjà en phase de négociation, représentant un montant de 3,61 millions de $ canadiens. Ces résultats sont jugés satisfaisants comparés à ceux de l'année précédente. Les secteurs concernés sont notamment l'agribusiness, l'artisanat, le tourisme, le numérique et les services aux entreprises. Cela démontre que les offres malagasy correspondent aux besoins du marché canadien, en particulier en matière de qualité. Plus de 2000 touristes ont été transportés par le grand paquebot Aida Stella qui a accosté à Antsiranana. Le passage de ce navire de croisière a apporté des retombées positives pour la région en faisant vivre plusieurs catégories de personnes et secteurs d'activité. 2190 touristes ont été transportés par le grand paquebot de croisière Aida Stella qui a accosté à Antsiranana le 18 décembre dernier. Il s'agit principalement de ressortissants allemands et anglais, accompagnés de membres de l'équipage. Le navire Aida Stella mesure plus de 250 mètres de long. L'accueil de ce grand paquebot Aida à Antsiranana marque l'intégration de la ville dans le circuit de réception des touristes pour la saison 2025-2026. Cette escale a généré des retombées positives pour l'ensemble de la ville, non seulement pour le secteur du tourisme, mais aussi pour les commerçants et pour de nombreux autres opérateurs économiques. Antsiranana est une localité réputée pour ses plages et la richesse de sa nature. La culture malagasy figure également parmi les principaux éléments qui ont particulièrement attiré les touristes lors de leur visite à Antsiranana. Et puis le BNGRC, ou Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, renforce continuellement la préparation et la capacité à faire face aux catastrophes naturelles. L'objectif étant de réduire l'impact des catastrophes naturelles et de promouvoir la solidarité pour un avenir plus sûr. Les catastrophes naturelles laissent encore des séquelles dans notre pays, d'autant plus que Madagascar est un pays traversé chaque année par des cyclones. La destruction des infrastructures, notamment les habitations, figure parmi les impacts majeurs de ces catastrophes, entraînant l'apparition des sinistrés. De nombreux exercices de préparation ont déjà été menés par le BNGRC avec pour objectif constant de réduire au minimum l'impact des catastrophes naturelles. Toutes les régions de Madagascar sont vulnérables actuellement en raison du changement climatique. Dans le cadre de la préparation face aux catastrophes, le Grand Rétex a été organisé, une séance de retour d'expérience permettant d'analyser les acquis à l'issue des exercices nationaux afin d'améliorer en permanence les méthodes de travail. Le Grand Rétex, organisé à Anous, a pris fin hier. Pour terminer, les actualités locales reliées l'art et l'environnement à travers l'événement Dendrophile, une exposition organisée par Antsu Tutulumien à Madagascar, le pays riche en ressources forestières. De nombreuses formes d'art sont réalisées à partir de bois selon les artistes. Toujours un reportage de Fadesena Mirai et de Sech Anjanab. Les dendrophiles ou amoureux des arbres expriment leur attachement aux arbres vivants. L'objectif des artistes est d'inciter le public à aimer et protéger l'environnement tout en appréciant l'art. Ces œuvres artisanales malagasy d'une grande valeur artistique sont exposées à la Flow Gallery Ivange.
S'intitule Alliance. C'est de l'acrylique sur toile et d'une dimension de 80 cm sur 80. Ça parle en fait d'une alliance qui se forme avant la symbiose, parce que le projet s'intitule Symbiose. Et Alliance, c'est comme une couverture de livre, comme un avant-goût. Avant la symbiose qui se déploie en 4 chapitres. Les feuilles sont présentées comme un lever de rideau et les couleurs ont été intentionnellement variées pour représenter le temps qui passe, parce que la prise de conscience, en fait, on a besoin de temps pour que ça se fasse. 7 artistes y participent, à savoir Fanza R, Jessica Solomon, Saïda Augustine, Noélie Ratimiebu, Yanji Ranjiamanjus, Kiadra Toufsan et Ra 3100. Chaque artiste possède son propre style et la diversité des essences de bois constitue un véritable atout pour Madagascar. Est né d'une envie très simple, celle de redonner une voix et une présence aux chutes de bois et aux fragments de branches qu'on aurait pu oublier. Donc si vous voyez bien ici, donc les branches et les chutes de bois deviennent du mobilier et des sculptures. Donc ce sont des objets à utiliser, mais aussi des œuvres qu'on peut ressentir. Donc mes œuvres sont toujours à la croisée du mobilier et de la sculpture, du design et de l'art. Et à travers le thème de l'exposition qui est dendrophile, donc cette affection profonde qu'on a pour les arbres, sa forme, sa texture et même son humilité, moi je voulais montrer ce que l'arbre et le bois nous offrent, même avec ce qui reste, même après leur chute. Des œuvres d'art en bois mettant en valeur le talent des artistes malagasy sont également exposées à l'aéroport international d'Ivatu. Dans les actualités internationales, au moins 3 personnes ont été tuées et 11 blessées dans des attaques au couteau et au cocktail Molotov et aux grenades fumigènes vendredi dans le métro de Taipei. Le suspect, un homme de 27 ans, s'est ensuite donné la mort en sautant d'un immeuble. France 24. Un homme qui lance des grenades lacrymogènes en plein milieu de la rue, puis sort un couteau avant de poignarder des passants. Cette scène glaçante s'est déroulée près de la gare de Taipei, capitale de Taïwan. Il s'est approché par derrière. Je n'ai pas eu l'impression d'être poignardée, mais plutôt frappée. Puis j'ai vraiment eu mal. Et j'ai vu que j'étais blessée et que je saignais. Selon le maire de Taipei, le suspect, un homme de 27 ans, se serait suicidé en sautant d'un immeuble pour échapper à son arrestation. Le Premier ministre s'est rendu sur place. J'ai immédiatement demandé au département de police du ministère de l'Intérieur de renforcer le niveau d'alerte dans les gares ferroviaires et routières, les stations de métro et les aéroports de tout le pays. Les autorités disposent désormais des caractéristiques du suspect. Un redoublement des mesures de sécurité par principe de précaution, alors que ce genre de tuerie est plutôt rare à Taïwan. Et la famine à Gaza est terminée, mais la majorité de la population de la bande reste confrontée à de niveaux élevés d'insécurité alimentaire, a indiqué l'ONU. À la suite du cessez-le-feu déclaré le 10 octobre de cette année, la dernière analyse IPC indique une amélioration notable de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Analyse de le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, un organisme de l'ONU basé à Rome. France 24. Si la famine s'éloigne, tous ne sont pas hors de danger à Gaza. Ce petit garçon ne pèse que 10 kilos. Sa mère s'inquiète de sa situation. Elle a déjà perdu son fils aîné, mort des suites de malnutrition. Mon fils n'est pas très actif. Il ne court pas beaucoup et ne joue pas avec les autres enfants. Il ne court pas comme les autres. Sa taille est restée la même. Il est petit et ne grandit pas. La nourriture a beau être de nouveau présente dans l'enclave, tous ne peuvent pas s'en procurer facilement. Le père de Yasser est malade et ne peut pas travailler. Ses parents n'ont pas les moyens d'acheter de quoi manger.
À l'hôpital Nasser, cette petite fille de 5 ans est aussi en état de sévère malnutrition. Ces deux enfants sont des exemples de malnutrition aiguë sévère. Je pense que nous aurons encore des cas et que leur nombre pourrait augmenter tant que les protéines ne sont pas suffisamment disponibles à Gaza. Malgré une situation toujours critique, l'IPC, l'organisme de l'ONU dédié à la sécurité alimentaire, a levé vendredi l'alerte de famine à Gaza. Elle avait été décrétée en août dernier pour la première fois dans la région, selon des critères précis. Depuis le cessez-le-feu, l'aide alimentaire étant de retour dans l'enclave, l'IPC abaisse le niveau d'alerte à 4 sur 5. Je peux vous confirmer que la population prend en moyenne 2 repas par jour, ce qui est très différent. En juillet, il n'y avait qu'un seul repas par jour. Israël, qui avait contesté la qualification de famine de l'ONU, critique désormais ce rapport qui déformerait la réalité selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Dans son rapport, l'ONU précise que la faim est loin d'être le seul problème des habitants de l'enclave. Ils font encore face à des difficultés d'accès à l'eau, à un logement. Les terres agricoles sont bien souvent endommagées ou inaccessibles et le bétail décimé. Finalement, 80% de la population demeure sans emploi. Pour terminer, le président russe s'est exprimé à l'occasion de sa grande conférence de presse annuelle retransmise à la télévision. À cette occasion, il a notamment une nouvelle fois imputé la responsabilité de la guerre qui dure depuis 4 ans aux autorités ukrainiennes. Quelques heures plus tard, c'était au tour du président ukrainien de s'exprimer. Il a réagi aux près de 90 milliards d'euros accordés par l'Union européenne. France 24. Sa conférence de presse annuelle a été une nouvelle fois l'occasion de marteler sa propagande. Pour le président russe, ce n'est pas la Russie qui a déclenché la guerre contre l'Ukraine il y a bientôt 4 ans. Et concernant les négociations pour y mettre fin, Vladimir Poutine affirme avoir déjà accepté plusieurs compromis, ajoutant selon ses termes que la balle était entièrement dans le camp de l'Ukraine et des Occidentaux. Il refuse de mettre fin au conflit par des moyens pacifiques. Mais nous constatons certains signaux, y compris de la part du régime de Kiev, indiquant qu'ils sont prêts à engager un dialogue. De son côté, en visite en Pologne, Volodymyr Zelensky a répondu à son homologue russe. La Russie cherche la discorde. Elle veut détruire une alliance aussi forte que celle qui unit nos deux nations, l'Ukraine et la Pologne, depuis des générations. Nous ne le permettrons pas. Gloire à l'Ukraine. Le président ukrainien se félicite également d'avoir obtenu une garantie de sécurité financière pour les 2 prochaines années. L'Union européenne s'est entendue pour consentir un prêt de 90 milliards d'euros à Kiev pour financer son effort de guerre sans recours aux avoirs russes gelés, faute d'accord entre les États membres à ce sujet. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bon week-end à tous.